Euh, on me l'a proposé d'abord très gentiment, le producteur Clément Miseret de Radar Film. Un jour m'appelle et me dit voilà, j'aimerais vous proposer la réalisation de Belle et Sébastien 3. Est-ce que ça vous tenterait? Et je dois reconnaître que c'est vrai que j'étais un petit peu surpris parce que je m'attendais, enfin je voyais pas le rapport, le lien entre les films que j'avais déjà réalisés, enfin les choses que j'avais réalisées et puis même ma carrière d'acteur. Enfin j'étais un petit peu sceptique. Et elle m'a dit bon, je vous envoie le scénario et puis enfin la première version du scénario et puis on s'en parle après. J'ai entamé le scénario de manière un petit peu molle, c'est-à-dire en disant bon, à mon avis, c'est pas pour moi. Et je me suis fait embarquer. En fait, ça m'a, ce qu'on appelle l'inspiration, quoi. C'est-à-dire, j'ai été inspiré, le scénario m'a inspiré. C'est-à-dire, plein de choses sont arrivées, des images, notamment de littérature nord-américaine. Du type Jack London, Steinbeck, Conrad, une littérature comme ça aventureuse qui mélange la nature, les animaux, les hommes, les parcours initiatiques. Enfin, il y avait plein de choses qui m'arrivaient comme ça en lisant, ça m'évoquait beaucoup de choses. Aussi des images de cinéma et l'ambition que j'avais, ça profonde, que j'ai toujours et que j'ai essayé de faire avec Belle et Sébastien, c'est-à-dire d'un cinéma aventureux et qui pourrait réunir dans les salles sans être un cinéma segmentant. Maintenant, il y a une sorte de cynisme un peu de marché qui fait qu'on fait des films pour les petits, on fait des films pour les filles, on fait des films pour les ados, on fait des films pour les couples, on fait des films pour les vieux. Et je me dis, ouais, alors c'est plus que familial parce que c'est un film que j'ai fabriqué en tout cas en me disant qu'on n'est pas obligé d'avoir une famille pour voir le film. Et que c'est plus ce que j'appelle le cinéma populaire et un cinéma grand public. Et dans grand public, il y a cette idée d'un public totalement diversifié. Et il n'y a pas de règles, justement. C'est-à-dire que le cinéma familial, souvent, à partir du moment où on dit familial, on se dit, il faut être en famille. Si j'ai pas de famille, alors le film, il est pas pour moi. Et moi, j'ai 3 enfants. J'ai vu beaucoup de films, évidemment, pour mes enfants. Et c'est vrai que très souvent, je me suis ennuyé menu. Et je me suis dit, pourquoi je ne peux pas partager un film où moi, je me régale, c'est-à-dire, il se passe quelque chose pour moi aussi, et pas où tout le monde est obligé de regarder l'autre en se disant bon ben tant mieux, il prend du plaisir mais moi je m'ennuie ou alors j'aime pas, mais d'essayer d'avoir comme ça un territoire commun qui serait un territoire aventureux de partage et qui résonne, qui pourrait résonner. En tout cas c'est une ambition, hein. Je dis pas que j'ai réussi, mais en tous les cas il semble que depuis voilà, maintenant ça fait un mois à peu près qu'on présente le film à travers la France, et ce qui est le plus bouleversant pour moi, c'est de me dire tout ce travail et cette envie, ce rêve, tout ça, pour l'instant, je vois des salles totalement éclectiques, des enfants, des vieux, des gens de mon âge, des plus jeunes, des couples, des meufs toutes seules ou avec des copines, des potes, des ados. Donc on disait, ah oui, non mais ça, tu sais, les ados sont là, ils se régalent. Donc ce sentiment-là, c'est le sentiment pour moi d'un plaisir absolu qui est le temple du cinéma. Pourquoi on va au cinéma? Moi j'adore, je vais encore au cinéma. Quand je vais au cinéma, j'ai une émotion, ça s'éteint. Et je me dis, il y a un film qui va commencer, il va se passer des trucs, quoi. Et quand j'ai lu le scénario, il y a tout ça qui m'est apparu. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai possibilité de raconter une histoire avec de divertissement et en même temps avec des thématiques à l'intérieur qui me sont chères et qui m'importent. Et qui importent, à mon avis, plus de personnes que moi tout seul. Je fais pas un film pour me mettre sur mon étagère, ça m'intéresse pas, mais l'idée du partage et tout ça, et voilà, ça c'est alors j'ai dit au producteur, j'ai dit je suis très embêté parce qu'effectivement ça m'excite énormément, mais en revanche voilà ce que je veux faire. Et comme je ne savais pas comme c'est le 1, le 2 est très différent du 1 et tout ça, je ne savais pas ce qu'il voulait en faire de ce Belle et Sébastien, et moi il est très différent du 1 et du 2. Et du coup j'ai dit voilà, en revanche je pars sur une autre narration, une autre manière de faire, et sans critiquer, hein, c'est pas du tout, c'est juste différent. Et ils m'ont dit mais c'est exactement ce qu'on cherche, on voulait faire 3 films, 3 visions différentes de Belle et Sébastien, et ce que tu nous racontes ça nous excite vachement. Donc en fait on est parti comme ça, c'est comme ça que je suis arrivé sur l'aventure. Non, parce qu'en fait
En fait, j'ai eu la chance, enfin, ça fait plus de 35 ans maintenant que je fais des films comme acteur. J'ai été très gâté, donc j'ai tourné beaucoup. Pour moi, un plateau de cinéma, c'est un deuxième chez moi. J'ai pas beaucoup d'anxiété. Je dis pas que je suis pas excité et tout ça, mais voilà, c'est pas un endroit qui me. En revanche, la réalisation depuis 4 ans est devenue, voilà, j'ai eu une rencontre amoureuse avec un nouveau métier. C'est ce qui me fascine le plus, ce qui me plaît le plus. C'est ma plus belle chose professionnelle qui me soit arrivée dans ma vie. Donc du coup, je mets tout sur la réalisation. Et le fait d'être, si je devais résumer, je suis un acteur assez pratique. Je suis pas génial et tout, mais je suis pratique. Et d'avoir un acteur pratique sur ton film, en plus, quand c'est toi-même, du coup, tu perds pas de temps. C'est-à-dire, je n'ai pas de, je m'occupe assez peu de moi. Et ce qui fait que ça me laisse beaucoup plus de temps pour m'occuper des autres. Ça laisse une place à la réalisation plus grande, étonnamment, parce que je n'ai pas de temps à perdre avec moi. Et finalement, comme de jouer n'est pas un souci, n'est pas une angoisse, le temps où tu prépares ton film pendant 4 mois tous les jours au bureau avec tes équipes à dire on va faire ça, tu dessines les plans, tu prépares tes trucs et tout. Le personnage, je savais ce que je voulais en faire, pas moi comme acteur, mais je savais ce dont j'avais besoin moi dans l'histoire, comment je voulais raconter le film. Donc comme il a une fonction absolument très définie pour moi, du coup tu arrives sur le tournage, t'es pas dans un questionnement, je suis pas en train de me regarder au combo pour dire ah ouais mais là, je fais pas des films pour me distribuer. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être encore sollicité et qu'on me demande de faire des choses, donc j'ai pas de problème d'ego à régler par rapport à ça. C'est vraiment un sentiment pratique et si ça sert le film, alors du coup je n'ai pas de gêne à jouer dans mes films. Si jamais en revanche je me dis alors là c'est absurde les gars, vous me dites qu'il faut que je joue dans le film mais vraiment le rôle il est pas pour moi, c'est une très mauvaise idée, j'hésiterai pas à faire des films sans moi dedans. Ben, ça s'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler moi sur le projet à la réalisation et puis producteur m'a dit mais ce serait peut-être une bonne idée si tu jouais le méchant. Et comme j'étais dans l'élaboration du projet, dans l'écriture, le méchant n'était pas aussi méchant, les choses n'étaient pas. J'ai dit laissez-moi du temps, je suis pas sûr, on va voir, je vais réfléchir. Et puis à un moment m'est apparu du coup ce que je voulais faire avec ce méchant, quelle place il avait, comment je voulais le rendre, comment tout ça. Et je me suis dit non c'est pas une mauvaise idée, je vais le faire. Comme ça on va gagner aussi ce temps dont je parlais. Et c'est pas mal parce que quand tu fais un film voilà, dans la montagne, dans la neige, avec des enfants, des chiots, des chiens, tu cumules quand même beaucoup de potentiel de difficultés. Tu dis au moins ça c'est réglé. C'est-à-dire que le méchant, je risquais pas, c'est pas l'unique raison, hein, mais au moins je ne risquais pas de me retrouver avec un acteur qui au bout de 3 semaines, par exemple, pourrait être fatigué d'être méchant. En voulant essayer de racheter le rôle, par exemple. Je voulais vraiment faire un méchant qui ait une fonction comme un ogre, comme dans les contes de Perrault, c'est-à-dire il n'y a pas de psychologie à l'intérieur, il y a une figure du mal. Et pour ça, il faut que ce soit, faut être à fond là-dedans. Il n'y a pas de question à se dire, est-ce que dans son enfance il a eu des problèmes qui feraient que, voilà, c'est vraiment c'est comme dans les Walt Disney, il faut vraiment une figure, quoi, une figure du mal. Oui, mais alors pour le coup, j'étais plus dans le récit que je voulais faire. C'est-à-dire que si un jour je fais un film sur le mal, évidemment que si j'ai un méchant à traiter, tout ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect psychologique et de comment on est méchant, pourquoi on est méchant. Voilà, donc ça, c'est une autre thématique. Mais dans celle-là, c'est plutôt comment nous, on se détermine face au mal. Comment nos héros, déjà pour les rendre plus grands, plus forts et plus beaux, moi c'est ce que j'aime bien quand même, que ce soit Sébastien, Belle, César, le maire, Madeleine et tout ça, il faut que le méchant soit à la hauteur. C'est-à-dire que si le méchant m'angoisse pas, si le méchant est un peu ridicule, si le méchant il est un peu... voilà, ça fait film mignon. C'est typiquement les films où je m'ennuie, mais alors je déteste ça. Et même quand j'étais enfant, et souvent c'est un argument que j'emploie parce que vraiment, quand tu es enfant, tu détestes qu'on te prenne pour un enfant. C'est-à-dire que ce qui te fait grandir quand tu vois un film ou quand tu lis un livre ou une BD, je sais pas, peu importe l'âge, c'est que tu as l'impression d'être considéré comme un grand. Et donc c'était important pour moi de me dire, voilà, je fais pas un film en prenant les enfants pour des niais. Et donc il faut qu'ils soient confrontés et les vrais choix qu'on fait, déterminants dans nos vies, face à des choses qui sont violentes ou qui font peur, c'est ça qui nous détermine.
Et même les adultes, on est toujours confronté à ce type de choses. À un moment, tu te dis, est-ce que je bascule ou pas? Si je fais ça, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment dégueulasse. Donc, il y a plein de thématiques dans le film comme ça qui m'intéressent et qui font que l'aventure, pour moi, elle est nourrie. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un film peut-être juste où tu as des situations les unes après les autres en disant « Ah, génial, il a fait ceci, il a fait cela », à chaque fois, tu es actif, quoi. Comme public, tu fais « Ah oui, c'est intéressant ». L'idée de la loi, par exemple, que la loi n'est pas juste, c'est une drôle de dimension. Moi, gamin, je me souviens du moment où j'ai découvert que on te dit, tu sais, quand t'es gamin, on te dit ça c'est juste, ça c'est pas juste. Après, tu grandis un peu, on te dit il y a la loi, la justice. Donc, les choses sont assez binaires, c'est assez évident. Ta carte du monde, elle est simple. J'aime mes parents, j'aime mes copains, j'aime mes trucs. Il y a ce qui est juste, pas juste. Il y a le droit, la loi. Tout à coup, comme Sébastien, un jour, tu découvres que la loi protège un salaud. Et tu dis, bah oui, mais ça c'est pas juste. On dit, ah oui, non, mais parce que c'est plus compliqué. Et donc ta carte du monde, elle change. Et tout à coup, tu es obligé de te définir par rapport à ça. Donc, à part être actif et prendre des responsabilités, comme le fait de partir pour protéger Belle et les petits, ben c'est un vrai choix lié à l'impuissance, la nôtre, d'adulte. Et nous, quand on regarde le film, on se dit, c'est quand même dingue, c'est vrai qu'on vit comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis, mais c'est quelque chose où on n'arrête pas de dire le contraire quand même à nos gamins. Donc c'est pour ça que je pense qu'un film populaire, aventureux et tout ça n'empêche pas qu'on s'implique, nous spectateurs, en disant quand même ça. Et donc ça fait qu'on n'est pas inerte devant un programme, c'est-à-dire l'inverse de l'inertie, je dirais, des Fast and Furious, qui marchent très bien, les gens vont voir des trucs. Moi, par exemple, typiquement, je m'ennuie menu. J'adore les films d'action, mais je trouve que on a perdu une chose essentielle, quoi, c'est la véracité. Donc maintenant, si tu détournes des missiles en ouvrant ta portière, tu sautes d'immeuble en immeuble à travers le map, je me dis en vrai, je m'en fous parce qu'il se passe rien en vrai. Et je me dis, c'est tellement agréable quand on regardait par exemple Die Hard. Premier Die Hard, tu dis bah voilà, t'y crois, les mecs sont méchants, ils prennent la tour, ils font le truc, t'es impliqué alors que c'est impossible. Mais il y a des enjeux dedans qui font que la Grande Vadrouille, c'est génial parce que c'est un super film, il est hyper bien réalisé, il est pas plus pour les enfants que pour les vieux, il est pour nous tous. Et en même temps, il y a un enjeu, je veux dire, on parle de quelque chose. Alors déjà, au départ, avant que ce soit un dessin animé, c'était une série. Et c'est la série qui en fait a cartonné, qui n'était pas un dessin animé, qui était joué par Mehdi et tout ça en 65. Donc c'était une série extrêmement populaire. Et par exemple, tous les gens que vous verrez, si jamais vous voyez des gens qui, j'espère, iront voir le film, toute la génération, par exemple, de mon âge, c'est-à-dire de 50 ans jusqu'à 90 ans, eux, ils ne pensent qu'à la série. C'est-à-dire, ils ont été bercés avec cette série. Donc le dessin animé, ils savent même pas qu'il y en a un. Exactement, mais moi par exemple, non, moi je pense. Alors moi j'ai une naïveté, je suis très naïf en fait. C'est quand un projet m'appelle, j'ai peur de rien. C'est-à-dire que je ne fais pas du cinéma comme par exemple j'aborderais le sport. Il n'y a pas de notion de défi, il n'y a pas de notion de challenge, il n'y a pas de ces notions-là en fait. Où t'es habité et t'es mu par quelque chose qui est de l'ordre de je veux fabriquer ça, j'ai un truc à dire, je raconte ça, et en fait tu mesures ce type de réflexion ou d'angoisse bien après. C'est-à-dire que c'est presque maintenant. Quand on me dit, en fait c'est Belle et Sébastien 3, rien que le titre, Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, est presque étranger à mon film. Si je pousse le raisonnement, c'est-à-dire que moi j'ai fait mon film, en vrai. Et ça pourrait s'appeler Daniel et Chantal 18. C'est la manière dont tu t'empares de quelque chose et qu'est-ce que tu donnes avec, le côté licence, je me sens pas, je ne veux surtout pas casser la licence ou être plus malin qu'une licence, parce que ça serait très prétentieux. Et autant j'ai une ambition sans fin, mais je n'ai aucune prétention. Donc je peux très bien comprendre, par exemple, et me dire, j'espère que les gens qui adorent la licence ne se sentiront pas trahis, mais moi, à aucun moment, j'ai voulu trahir la licence. C'est-à-dire, je n'ai jamais abordé le sujet en me disant je vais faire autre chose avec, tu vois, en me disant parce que moi, je suis plus intelligent, je suis plus malin, pas du tout.
Et étrangement, d'ailleurs, pour l'instant, enfin étrangement, non, je souhaite que non, mais c'est vrai qu'il y a à peu près 15 000 personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant qui ont vu le film. Ça commence à faire, tu vois, un nombre de gens, 15 000. Et sur les 15 000, personne n'a senti la licence trahie. Les gens sont heureux de voir le film. Il y en a qui n'ont jamais vu le 1 et le 2. Il y en a qui n'ont jamais vu Belle et Sébastien. Et puis, il y a les fans absolus de Belle et Sébastien. Et eux pourraient être très durs, par exemple. Et je serais obligé d'accepter la critique en me disant, ouais, c'est vrai, peut-être que j'ai pas... Et en fait, ils retrouvent quelque chose de l'essence de Belle et Sébastien. Donc, de temps en temps, d'être un peu naïf, comme je le suis dans le travail, mais extrêmement sincère dans la manière de fabriquer, fait que probablement, tu trouves un chemin que tu n'aurais pas pu calculer. Si j'étais rentré dans le calcul, j'aurais été incapable de faire le film. Si je m'étais dit, oh là là, il y a des règles à respecter, il faut pas toucher à ça, pas toucher à ça. J'ai touché à tout ce que je voulais et étrangement, tu retombes sur tes pattes, quoi, comme un chat. En vrai, ce qui est jouissif, c'est de réaliser le film. J'étais pas ni dans une douleur, ni dans un kiff, ni dans un... J'étais content de voir en fin de semaine, quand je regardais mes rushs, de me dire c'est bon, ça marche. Je me gourre pas. Ce qui m'importait, c'était vraiment mes héros, que les séquences soient tournées comme on les avait dessinées. C'est-à-dire, moi, je travaille beaucoup en amont avant le film, que les plans soient ceux à chaque fois que je voulais faire, d'avoir les acteurs qui soient à l'endroit où on a travaillé et tout ça. Et donc j'étais assez peu à l'écoute de savoir est-ce que j'ai du plaisir ou pas de plaisir. Mon plaisir était de faire le film. Donc forcément, en jouant le méchant, j'étais content, mais j'étais pas dans une satisfaction de me dire ah génial, je vais jouer ça aujourd'hui, je m'en fous. Pour être sincère, je me disais c'est fait et c'est bien fait, c'est ça que je voulais. Donc la satisfaction, elle est plus du côté c'est bon, j'ai la scène, que du côté je vais jubiler aujourd'hui à jouer le méchant. C'est-à-dire pour faire Belle, il y a 4 chiens en permanence. Donc il y a 3 chiens mâles et une femelle. Parce que il y en a un qui est acteur, qui est acteur, dont on se sert, voilà, qui est très expressif. On arrive à lui faire des choses que les autres ne font pas. Donc lui, c'était un peu notre héros, c'est celui qu'on voit le plus. Il y a 2 autres qui sont très physiques, costauds et qui sont que Andrew Simpson, qui est un dresseur incroyable, alors c'est rigolo parce qu'il est anglophone, il vit au Canada, il fait tous les films américains, les films, voilà, Game of Thrones et tout ça, il arrive à dresser des loups et tout, donc c'est un mec incroyable. Et on s'est entendu super bien, on a bossé pendant 3 mois avant le tournage ensemble pour que je dise exactement ce que je voulais qu'on arrive à faire avec le personnage de Belle, quoi. Donc on a travaillé sur des expressions, des choses, des attitudes, ensuite sur des actions avec les 2 autres chiens qui eux faisaient les actions, c'est-à-dire tirer le traîneau, courir dans la neige, sauter, tout ça et tout, c'était plus... Et puis j'avais une chienne, mais que je filmais que allongée, pour les scènes avec les chiots. Parce que le problème des patous, c'est que c'est des chiens extraordinaires et tout ça, qui gardent des troupeaux tout seuls, qui peuvent se nourrir seuls, qui font fuir les loups et tout, mais ils ont aussi le défaut de ça, c'est-à-dire que si tu leur mets des chiots qui sont pas eux devant eux, si tout à coup il a la dalle, il en bouffe un, quoi. Donc évidemment, il était hors de question qu'il y ait un accident avec les chiens, et Andrew, voilà, et donc on mettait les chiots avec la chienne, et la chienne acceptait les chiots. Alors c'est compliqué de se faire tenir des chiots, et ben, bref, tout ça c'est la popote, c'est notre travail. Et puis pour les chiots, j'ai eu 15 chiots différents. Parce qu'effectivement, voilà, c'est des petites boules de poils super belles et tout ça, mais en 3 semaines, ça devient des poneys. Donc, ça grandit tellement vite que tous les 15 jours, il fallait que je change de portée pour avoir toujours des chiots à peu près raccords. Non, déjà, alors il y avait, disons que moi, il y avait que Félix Bossuet qui joue donc Sébastien, et moi, puisque je réalisais le film et qu'en plus je jouais dedans, mais surtout je réalisais le film, et Andrew qui avions le droit de toucher les chiens, de les caresser, de parler avec, d'être dans une relation. Sur le plateau, on répétait avec des grosses peluches à l'échelle, et au moment du tournage, moi je faisais arrêter tout le monde, plus personne ne bougeait, il fallait plus un bruit, les chiens restent concentrés et qu'il n'y ait plus que le dresseur et les acteurs pour pas qu'ils tournent la tête dans tous les sens, qu'ils soient voilà. Donc c'est une organisation, tu vois, tu prévois vraiment tes journées, tu t'organises. En plus les chiens, on tournait pas plus de 4 heures avec eux par jour comme les enfants, donc fallait meubler d'autres choses et arriver à construire tes séquences de telle manière
en fonction des cadres et de comment je voulais réaliser pour pouvoir tourner des journées de 8 heures, quoi, parce que je fais pas des journées de 4 heures, on n'avait pas les moyens. Je dirais que tout est, enfin, il y en a tellement en vrai, de hiérarchiser dans la difficulté, ce serait étrange parce que c'est des difficultés différentes, mais concrètement, c'est des films difficiles à faire. Mais pareil, ce que je disais, je répondais tout à l'heure sur la naïveté, c'est-à-dire que évidemment qu'après 35 ans de métier, tu sais très bien que quand tu cumules montagne, neige, chien, chiot, enfant, j'ai fait rire tous mes pairs. Quand je leur ai dit, c'est des fous rires parce que c'est comme une blague. En général, quand tu as un de ces éléments-là, on te dit, bah dis donc, tu vas en baver. Bon, bah là, tu cumules tout, c'était presque un gag. Mais concrètement, quand j'étais dans la préparation du film, encore une fois, tu es tellement animé par ce que tu vas faire que finalement, tu ne vas avoir que des problèmes que tu vas résoudre. Donc ma problématique, elle n'était pas de me dire c'est impossible, c'était de me dire bon bah ça c'est quoi notre souci là, il va être quoi, il est là, et ben on va trouver la solution. Tu trouves la solution, t'avances et t'es content de faire le truc qui te plaît. Donc finalement à aucun moment je me suis dit que ce film serait facile, mais à aucun moment j'ai douté qu'on passerait sur les difficultés. Et du coup t'embarques, mais pour ça il faut embarquer tout le monde. Il faut que ton équipe il soit prêt à mourir pour toi comme toi t'es prêt à mourir pour eux, qu'ils comprennent que c'est du sens. Si c'est pour placer une caméra là plutôt que là ou plutôt que là, je veux dire, très vite tu démobilises les gens. Si tu sais pourquoi et tu sais pourquoi c'est important de la mettre là, ben voilà, c'est pareil, un acteur tu le diriges, et si tu dis au bout d'un moment n'importe quoi, je veux dire, au bout de 4 jours de tournage, je veux dire c'est bon, je m'organise parce que c'est insupportable. Si tu sais que c'est que de la bienveillance et de l'envie de t'emmener sur un territoire qui va être vachement bien pour toi, eh ben tu déploies tout ce que tu peux pour que la personne soit satisfaite et tu dis à mon avis ça va être bien parce que le gars a l'air ou la nana a l'air de savoir. Donc c'est ça aussi qui fait que tu arrives à passer tous les problèmes. C'est que tu es convaincu, tu es plein, tu es chargé et tous les jours tu renvoies tout le monde à cette énergie-là et cette conviction-là. Tu peux répondre à tout. Il n'y a pas un truc, la longueur des ourlets m'intéresse quand je fais un film. Donc forcément un cadre, une scène, un bout de décor, la nature du bois, comment la lumière elle passe, tout ça pour moi raconte quelque chose. Donc tu peux répondre à tout. T'es jamais dans une sorte de flou ou de flemmardise en disant oh je sais pas mais là, bon, tu vois c'est pas. Oh oui, enfin c'est celui que vous avez vu. C'est-à-dire que après. Voilà, on pourrait en parler, mais c'est très long parce que comme chaque chose pour moi a du sens, vous imaginez si on commence à parler de chaque truc, vous allez vous endormir. Mais on va dire qu'en gros, il y a de toute façon une influence, et pour moi qui était vraiment nécessaire, d'un cinéma un peu de Technicolor des années 60, c'est-à-dire où on trouve comme ça une colorométrie, où on arrive aujourd'hui un peu à désaturer et en même temps à amener des matières. Qui moi voilà me raconte l'aventure. Donc c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé en amont avant de commencer à tourner. Même il y avait une sorte de pré-étalonnage qui a été fait déjà sur les rushs pour être sûr avec mon chef opérateur qu'on ait ce qu'on pense bien vouloir avoir. Donc, ouais, pour choper. Alors c'est loin d'être un étalonnage définitif, mais au moins tu vois très bien les endroits où il faut qu'on appuie encore un peu, ou les endroits qui sont... donc ça aide beaucoup, même à regarder tes rushs, en disant non, c'est bon, on est dans le bon sens, il faut que là on soit un peu plus vigilant là-dessus ou là-dessus. Mais oui, il y a des envies, les mouvements, voilà, les mouvements de la caméra, ils sont à chaque fois, ils racontent quelque chose pour moi. Après, le principe de la mise en scène et de la réalisation, c'est qu'en fait le spectateur, à part les amoureux de cinéma, et ça c'est des passionnés, il s'intéresse à la mise en scène, mais le spectateur il s'en fout de la mise en scène, il voit un film, il a bien raison, sa question elle n'est pas là, mais toi tu sais que la mise en scène, la réalisation, elle n'emmène qu'à un territoire, c'est l'inconscient, c'est une manière de parler à l'inconscient du spectateur. Pourquoi un film nous marque par exemple et reste et fait écho, c'est probablement parce qu'il a été réalisé, c'est pas sinon tu te rappelles que d'un gag, d'un truc comme ça et tout, mais il n'y a pas de... Tu sais pas pourquoi t'es sorti avec quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dedans, mais c'est à tous les niveaux. C'est quand le son du half track,
On a travaillé, je sais pas, peut-être un mois sur le son du half-track, parce que je cherchais une sorte de son qui est un mélange de... Le monteur son pourrait vous dire, on en a fait, mais on allait chercher là, remettre là, avec le mix, pareil, tu vas chercher une cloche, tu te dis pourquoi tu mets cette cloche, si c'est un glas, c'est pas pareil que si c'est la cloche du midi, que tu mets à tel endroit, quelle valeur tu lui donnes. En fait, tout ça, c'est de la réalisation, et tout ça, c'est passionnant. Et le spectateur, il le voit pas, il l'entend pas. La mère réapparaît dans la tempête, elle met la main sur Sébastien et c'est Belle qui lui lèche le même endroit. Et il a fait ce lien-là. Jamais j'ai pensé à ça, évidemment. Et je me dis, mais t'as raison. Parce que ce que j'évoque à cet endroit-là, il appartient à qui on veut. Est-ce que les morts réapparaissent? J'en sais rien. Est-ce que c'est Sébastien qui se fabrique sa mère? J'en sais rien. C'est quelque chose, en revanche, où je me dis, ça ne m'est pas étranger. C'est-à-dire, je me souviens d'une chanson de Léo Ferré qui disait « On couche toujours avec nos morts ». Et je me dis, il y a quelque chose là-dedans, on est tous mystiques, même les gens les plus athées, tout ça, je parle pas de foi, hein, mais cette notion dans l'aventure, par exemple, c'est forcément une relation à la mort, quand la nature, elle se réveille comme ça, quand cette montagne qui est sublime, qui est un personnage, je voulais pas la traiter comme une carte postale, je voulais qu'elle soit sublime, magnifique et tout ça. Et puis elle peut devenir très violente, elle peut devenir voilà, et elle nous remet à notre place, donc je me dis ce rapport comme ça, on va dire à l'au-delà ou à je sais pas quoi, il est succinct, il est léger, il est comme dans une boule de neige. Il est pas c'est pas j'appuie rien, mais on laisse un espace à chacun de nous raconter une histoire, d'être actif avec ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose là-dedans qui reste ce qu'on s'en fabrique, comme le hors-champ. Tu dis, tu cadres ça parce que tu te dis aussi que quelque part, celui qui va regarder, celle qui va regarder, va se fabriquer ce qu'il y a à côté. Mais la manière dont tu le fais, tu l'emmènes sur un territoire pour qu'il se fabrique le hors-champ, qu'il soit actif et qu'il ne soit pas simplement dans une notion. En dehors du cinéma, non. J'ai des projets de cinéma, des films qui sont en cours de montage financier. Hein, c'est les moments les plus désagréables parce que donc je vous en aurais parlé volontiers, mais je voudrais pas vous faire passer pour des charlots ou moi pour un charlot, puisque si jamais le film ne va pas à son terme en montage financier, on va tous passer pour des nazes. Donc je vais pas vous parler d'un truc qui peut-être ne se fera pas. Pour l'instant, voilà, c'est en train donc on se bagarre pour mais il y a des projets en tous les cas et ça c'est très agréable aussi, même si c'est la phase la moins sexy, mais il y a des projets et puis ce qui est agréable aussi c'est qu'il semble que pas mal de producteurs et de distributeurs me demandent de réaliser des films, donc c'est toujours rassurant et gratifiant aussi de se dire que son travail il est perçu aussi de manière très, je veux dire, professionnelle, en disant ouais, le gars il fait les films, il rend les copies, il dépasse pas, il nous rend ce qu'il nous a dit. Enfin, voilà, moi je me sens responsable de ça. Donc c'est agréable quand tes pairs ou ton milieu professionnel dit non, tu peux y aller. Donc je sens que je ne suis pas là dans un moment où on te jette de côté et on te tourne le dos. C'est déjà bien. Mais en revanche, je suis pas au bout d'avoir monté. Donc voilà.